Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci de nous suivre à travers votre télé interactive True TV. Merci aussi de nous suivre à travers les radios Watt FM et LPC. Merci de votre fidélité à ce programme, le tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. C'est Albert Einstein qui l'a dit. Merci de méditer sur cette citation et puis bienvenue à cette émission, le tribunal de l'actualité. C'est le dernier rendez-vous pour cette semaine puisque nous sommes vendredi 28 juin 2019. Je suis Lukman Sanfo, président de ce tribunal. Bonjour Geoffroy, bonjour Bernard. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour analyser l'actualité nationale et internationale. Mesdames, Messieurs, merci également à toute l'équipe de réalisation de cette émission depuis lundi, voilà, le début de cette semaine. Alors, ce matin, nous avons convenu avec tous les membres du tribunal de parler de cette information donnée par le chef du gouvernement, Christophe Joseph-Marie Dabiri, qui a annoncé avoir entrepris des concertations avec les anciens premiers ministres du Burkina Faso pour mener à bien sa mission à la tête du gouvernement. C'est sur son compte Twitter que l'information a été diffusée et selon lui, cela vise à améliorer la conduite de l'action gouvernementale. On annonce que c'est Paramanga Ernest Nyonli, Kadri Désiré Ouedraogo, Luc Adolphe Thiaw qui sont ceux-là qu'il a eu déjà à rencontrer. Et cela est naturellement diversement apprécié par les Burkinabés. Quel est le regard du tribunal de l'actualité de cette information? On va y porter notre jugement. Et puis, le général de gendarmerie Gibril Yipene Bassolé est à nouveau hospitalisé depuis quelques jours au centre hospitalo-universitaire de Tengadogo pour de très graves maux de ventre, ce qu'on apprend. Cette hospitalisation qui intervient et coïncide avec le démarrage des plaidoiries des avocats de la défense. Alors, faut-il y voir une stratégie de défense ou un rappel sérieux de l'état de santé du général jugé dégradant? On va y porter notre jugement à cette émission, le tribunal de l'actualité. Évidemment, si le temps nous permet, on pourra avoir un regard sur l'actualité africaine ou mondiale. Merci de votre fidélité. Commençons par les avant-propos des juges au siège. Le principe précaution de cette émission, c'est de ne jamais rien condamner sans jugement. Alors, l'émission vous est proposée du lundi au vendredi à partir de 8h pour le direct, rediffusé les mêmes jours à partir de 22h. La première partie est réservée aux propos libres des juges au siège et c'est Ben Abouma qui prend la parole pour ce vendredi. Merci président, mon avant-propos va concerner la dette ivoirienne. On parle d'une Côte d'Ivoire suffisamment en chantier avec beaucoup d'infrastructures, mais l'autre facette aussi, c'est cette dette-là cumulée. Donc, parce que le président ivoirien n'a pas cessé aussi de répéter à certains qui lui n'a pas peur effectivement de contracter des crédits, mais ici l'aspect dette dont je vais parler, c'est lié au programme présidentiel d'urgence, le PPI. Et un autre aspect surtout de ce programme, parce que c'est une dette de 150 milliards de francs CFA qui a été effectivement accumulée, donc que les entreprises devraient pouvoir avoir. Mais cette somme-là n'est pas versée parce que plusieurs entreprises également sont soupçonnées de pouvoir aller financer les politiciens, entre griffes, parler en termes faciles, des autres camps. Donc c'est ce qui fait que certaines entreprises proches des cercles du pouvoir, donc on parle du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, du petit frère du président appelé Photocopie, et donc ces derniers, on soupçonne que les entreprises qui sont proches de ces derniers, leur dette a été, donc ils ont pu percevoir leur somme, mais les autres attendent toujours parce que le pouvoir ivoirien n'est pas sûr qu'après avoir reçu cette manne-là, ces entreprises n'aillent pas voir ailleurs par rapport à l'offre politique ou par rapport au positionnement politique actuel. Donc en fait c'est cet aspect-là qui fait que certains sont effectivement en retard de pouvoir entrer en possession de leur argent. Et c'est ce qui, c'est là mon avant-propos. Ce n'est pas le cumul de la dette forcément, mais c'est la façon de régler effectivement cette dette. Mettant encore à nu ce dont on avait parlé la dernière fois, la collusion entre le monde des affaires et la politique, et puis comment on donne les marchés, mais après comment on vous paye. Donc vous pouvez être suffisamment
avoir beaucoup d'argent dehors, mais compte tenu du fait que il y a des doutes sur votre appartenance politique ou votre loyauté et fidélité au pouvoir actuel, vous allez effectivement avoir de la difficulté pour recouvrer cet argent. Et il y a plusieurs entreprises qui sont plombées et bloquées. Il y en a qui arrivent même à faire faillite dans ces conditions. Parce que vous avez réalisé des travaux, il y a beaucoup d'argent qui doit venir pour pouvoir faire face aux charges de l'entreprise. Ça traîne, ça y est dehors, mais après vous n'arrivez pas à satisfaire les besoins de l'entreprise en termes d'obligations ou de charges incompressibles, et puis vous avez de la difficulté. Bon, donc c'est ça aussi la réalité africaine, donc en termes de collision du pouvoir. C'était ça mon avant-propos, parce que la plupart de nos entreprises aussi comptent sur les marchés publics. Évidemment. Et à un moment donné, les marchés publics sont conditionnés aussi par une offre politique et puis une loyauté. Et si ça, ce n'est pas respecté, bon, à un moment donné, bonjour les dégâts. Donc c'était ça mon avant-propos. D'accord. Bien noté, avec beaucoup d'intérêt. Geoffroy Var, c'est à vous. Merci, Président. Mon avant-propos va nous permettre aussi de rester en terre de Birni comme Bernard. C'est la sortie de l'épiscopat sur la question des propos qu'il y a ces derniers temps en Côte d'Ivoire, et puis évidemment à la fois l'intérêt et les craintes qui sont celles des populations pour ce que sont les consultations électorales à venir. Et l'épiscopat a été assez clair, prenant donc à témoin les récentes sorties, notamment celle d'Henri Konan Bédié sur des étrangers, et puis un genre de déstabilisation organisée et voulue, dénonce-t-il, par le parti au pouvoir, et qui mettrait fortement certaines nationalités aux alentours de la Côte d'Ivoire dans ce vaste programme-là. Et encore ce matin, j'écoutais une interview qui était donnée encore par l'épiscopat là-dessus. Il dit que ça fait quand même une trentaine d'années que le pays connaît cela, et il ne... Et dans l'interview, c'est ce qui est intéressant, il ne jette pas du revers de la main les déclarations. Ils disent qu'il y a une certaine réalité, mais il y a dans le propos aussi, comment dire cela, à être prudent. Et ils disent... le problème, c'est que ailleurs, si les gens applaudissent parce qu'il y a des élections qui viennent, en Côte d'Ivoire, les gens craignent. Et ça, c'est une vérité. Et puis, c'est un épiscopat aussi qui est rarement sorti. Et très souvent, il a été beaucoup critiqué pour cela. Alors qu'on sait que, historiquement, ils ont eu à jouer ils ont eu à jouer un rôle très important à certains moments difficiles. Vous vous rappelez des Guéhi, on sait où il s'est retrouvé. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais cet épiscopat a été souvent très taiseux sur un certain nombre de points sur lesquels il était attendu, mais cette fois-ci il est sorti pour dire attention aux propos qui sont tenus, attention parce qu'il y a des élections qui viennent, attention parce que la Côte d'Ivoire, il n'y a qu'à regarder dans le rétroviseur, a connu des heures sombres et difficiles, et à cause des acteurs politiques qui n'ont pas su être plus responsables, et que pour les élections qui viennent, il va falloir avoir de la mesure. Et je trouve cette sortie-là très intéressante pour notamment on va dire des personnes qui sont assez écoutées, qui ont un poids dans la société et qui très souvent auxquels on fait recours, mais de façon ponctuelle, et quand on va dire clairement quand c'est foutu. Mais en termes de regard avant-gardiste, c'est bon déjà de commencer à tirer la sonnette d'alarme, étant entendu qu'on entend déjà des propos qui ne sont pas assez intéressants du côté de la terre de Bénin. Et c'était mon avant-propos aujourd'hui, cette sortie-là. D'accord. Et c'est noté également avec beaucoup d'intérêt. Merci à tous les deux d'avoir formulé vos derniers avant-propos de la semaine pour ce qui est de ce vendredi à cette émission du Tribunal de l'actualité. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes des citoyens burkinabés. Et partant de cela, nous avons le regard aussi sur tout ce qui se passe sur la vie de la nation. Alors, on va porter un jugement sur cette information qui nous a été partagée par le chef du gouvernement burkinabé, Christophe Joseph-Marie Dabiri, qui a annoncé sur son compte Twitter avoir entrepris des concertations avec les anciens premiers ministres du Faso pour bien mener sa mission à la tête du gouvernement. Alors, il a dit, cela vise à améliorer la conduite de l'action gouvernementale, et il avait déjà a réussi à rencontrer Paramanga Ernest Nyoli, Cadre Désiré Ouedraogo, Luc Adolphe Thiago, qui sont ceux-là en tout cas annoncés pour avoir été ceux-là qu'il a pu rencontrer.
Alors, l'information qui a été diversement appréciée par les citoyens sur les réseaux sociaux, nous avons décidé d'y porter notre regard ce matin à ce tribunal de l'actualité. Alors Bernard, pour commencer, c'est le moyen de communication Twitter, le vieux Dabiré qui tweet comme on dit, d'aucuns disent tout de suite, ça laisse penser que ce sont ces communicants qui passent l'information, simplement peut-être pour occuper un fil d'un réseau social, on va dire comme ça. Alors, est-ce que, pour vous, le moyen choisi pour communiquer, pour passer cette information, est-ce que c'est pertinent, pour commencer? Ben, c'est un choix personnel, si c'est un moyen de communication. C'est d'ailleurs sous monsieur que on parle du vieux Dabiré qui utilise Twitter. Le président américain, il a quel âge? C'est sur Twitter qu'il annonce d'ailleurs ses grandes décisions. Depuis, avant qu'il ne soit à la Maison Blanche, et durant sa campagne, il enflamme Twitter à souhait. Et même après, pendant l'exercice de son mandat, il enflamme Twitter à souhait. Pourtant, c'est un président de l'autre côté de la mer. Ce n'est pas une interview qu'il accorde. Ce n'est pas une déclaration qu'il a fait. C'est sur son compte Twitter quelques phrases. Et puis il est assis. Et puis il sourit toujours. Les autres se croient, il est assis. Mais c'est un outil de communication. En Afrique de l'Ouest, le président nigérien Boari est sur Twitter. Maintenant, bon, chez nous, c'est comme si c'était un événement en tant que tel. Il y a plusieurs personnalités qui ont des comptes Twitter, mais très actifs et qui tweetent d'eux-mêmes. Pas forcément des gens qui le font, il y en a qui le font eux-mêmes. Donc, mais bon, comme est-ce que nos personnalités sont profondément attachées à ces outils-là? Certaines personnalités politiques. Vous prenez Gilbert Noël Ouedraogo, c'est l'un de ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui est dans plusieurs groupes de discussion. Et Gilbert n'est pas le seul qui soit beaucoup sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas des jeunes. Là, les jeunes hommes politiques sont beaucoup plus là-dedans. Gilbert est dans la phase intermédiaire. Mais parmi les personnalités qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux au Burkina, vous avez Maître Gilbert Noël Ouedraogo qui écrit beaucoup sur les réseaux sociaux et qui publie ses sorties sur les réseaux sociaux, que ce soit au Burkina ou que ce soit hors des frontières du Burkina. Donc, Christophe Dabiré, donc ça dit que même au Burkina, vous avez des gens, des personnalités politiques qui sont présentes sur les réseaux sociaux. On pense même que certains le sont par le truchement de jeunes qui le font. Non. L'actuel ambassadeur du Burkina au Canada, Atanas Boudou est très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Il n'a pas attendu d'être ambassadeur pour y être. Et même quand il est arrivé, il a continué à être présent. Il a publié parfois des informations officielles sur sa page, il a partagé sur sa page. Il y en a qui ont trouvé à redire que ce n'est pas élégant, ce n'est pas joli, c'est bon. Mais Boudou est sur les réseaux sociaux et il n'est pas seul. Je prends le cas des deux. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement parfois des gens qui le font. Des gens peuvent le faire à un moment donné, quand l'autorité n'a pas le temps, ou bien parfois elle ne s'y connaît pas bien. Donc dire résumez-moi ça, mais vous me faites lire et puis bon, il y en a qui rédigent le message, qui envoient, et puis il y a d'autres qui se chargent de publier. D'autres ont créé leur compte quand effectivement ils sont arrivés au pouvoir. Mais il y en a qui avaient leur compte avant leur arrivée au pouvoir, comme l'actuel ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari. Donc, le ministre de la Communication. Voilà, tout à fait, qui était très présent en communication comme le ministre de la Culture. Maintenant, bon, Dabiré, c'est vrai, est en retraite, et avec son âge, il y en a qui pensent que, bon, voilà, mais ce n'est pas lié forcément à l'âge. Il y en a de plus âgés que Dabiré de par le monde, mais qui sont très présents sur les réseaux sociaux et très actifs et qui occupent aussi de grandes responsabilités et qui ont le temps aussi de le faire eux-mêmes. Donc je pense que le débat que c'est des gens qui le font, oui, parce que vous avez aussi des jeunes qui en ont fait leur boulot et qui pensent que c'est eux aussi qui doivent le faire, même si tonton ou papy veut le faire, c'est mieux de nous donner, parce que c'est un outil de jeunes, c'est un outil qui est créé et qui est destiné à tout le monde, et ce n'est pas difficile à maîtriser. Pour peu que vous ayez la volonté, vous regardez un peu quelques temps d'outillage, il faut vous maîtriser à un moment donné, vous vous aguerrissez au fur et à mesure, et puis paf, ça devient un outil que vous utilisez comme envoyer SMS ou lancer un coup de fil. Donc, je pense que c'est maintenant le canal, est-ce que le canal est pertinent dès lors que c'est un moyen de communication qui peut toucher les uns les autres? De mon point de vue, c'est déjà bien parce que voilà que nous en parlons. S'il n'avait pas tweeté, on n'aurait pas cette information.
Mais Geoffroy, quel est votre regard? D'aucuns disent qu'à considérer le taux de couverture Internet sur notre pays, il s'offusque de voir que certains dirigeants pensent qu'en passant une information simplement à travers les réseaux sociaux, on a informé tout le Burkina et le tour est joué. Bon, ça dépend de l'information. Est-ce que son but était d'informer tout le Burkina qu'il est en train de consulter les anciens premiers ministres, histoire de parfaire sa gestion à lui? Je ne crois pas trop. Et puis on connaît les statistiques. Hein. International Lifestyle disait que au Burkina on était à 20 ou 10, c'est 10 points en tout cas de pourcentage de la population qui a touché au moins une fois à Internet pendant une année. Donc ça fait quoi? En gros, si c'est trop, c'est 2 millions de Burkinabés. Donc quand on prend la population des grandes villes, vous faites la sommation, vous allez comprendre que c'est pas vraiment beaucoup. Mais la réalité c'est que aujourd'hui, ces réseaux sociaux, Internet, ça fait plus de bruit qu'autre chose. Donc du coup, on a l'impression que le tollé là-bas est le tollé général. Alors que, je suis désolé, la ménagère ou la personne qui a tipa là-bas, c'est pas son problème. Hein. Donc, mais je veux dire que tout dépend aussi du message. Parce que c'est ça la communication, tout dépend du message que vous avez, du destinataire que vous voulez, et c'est comme ça que vous choisissez votre canal. Maintenant, si c'est sur Twitter il est allé, ça c'est un choix qui est le sien. Mais dans le disait, il y a beaucoup qui sont du gouvernement et qui sont souvent sur Twitter, qui tweetent beaucoup d'infos, ce que nous regardons et dont on suit aussi souvent les pages. Maintenant, c'est clair que si vous voulez dans la communication de masse, c'est pas sur Twitter vous allez aller, parce que la plupart des Burkinabés, Twitter c'est pas leur dada. Maintenant, il y a aussi le caractère singulier de Twitter qui ajoute une petite touche aussi de sérieux, de professionnalisme. Si vous allez sur Facebook, déjà même quand on finit de regarder le message, la première question est: est-ce que c'est le Premier ministre? C'est la première question. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment lui? Donc c'est vraiment différent. Maintenant pour moi, qu'il ait tweeté, c'est pas ça le problème. C'est le message. D'accord. Et voilà. On va introduire les sujets, il n'y a pas de souci. Alors justement, Bernard, Geoffroy souhaite qu'on aborde tout de suite le fond. Comme je l'ai dit en introduction, c'est une information diversement appréciée par les Burkinabés. Pour certains, cela est la preuve qu'il y a de la sagesse dans la gestion des affaires publiques et que justement, cela suppose un partage d'expérience. Mais pour d'autres, c'est la preuve tout de suite que le Premier ministre Dabiré est en panne d'idées, est en panne de solutions pour, en tout cas, affronter les problèmes qu'il rencontre. Donc du coup, il va à la rescousse. Quel est votre regard? Justement, au premier degré, c'est ce qu'on pourrait avoir. Il cherche des gens pour lui donner conseil. Alors que non, c'est parce que lui, il a officialisé pour lui. Mais il y a d'autres qui déjeunent à longueur de journée avec les anciens, qui partent prendre de l'expérience avec les anciens, mais ils ne disent pas. Ils ne le disent pas du tout. En France, l'affaire est en train pratiquement de faire grand bruit. Les uns et les autres s'interrogent sur les relations entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Pour certains, est-ce que c'est Sarkozy d'ailleurs qui est le mentor de Macron? Il y en a qui se posent des questions de savoir finalement qu'est-ce qu'il y a entre les deux. Parce que les rencontres se multiplient. Sur l'affaire Gilets jaunes, il s'est entretenu avec Sarkozy. Et puis, bon, les autres se posent des questions. Mais là, pour revenir au cas burkinabé, j'ai dit, connaissant l'univers des personnalités, c'est parce que lui, il a officialisé pour lui. J'en connais qui n'ont pas officialisé. Mais en décembre 2018, mais là aussi c'est à travers une note de la direction de la communication de la presse ministérielle de son département que nous l'avons su, au Conseil économique et social, l'actuel ministre de la fonction publique a échangé avec les anciens pour avoir des conseils et tout par rapport à la fonction publique burkinabé. Il était présent Sungalou Apollinaire Ouattara, Vincent Zakané lui-même, et puis d'autres anciens du département qui sont venus l'écouter, et puis bon, ils ont échangé, ils ont fait des partages d'expérience. Lui aussi, il a rendu ça officiel. Mais il y en a qui le font, mais qui ne l'ont pas officiel, c'est tout. Maintenant, dire qu'il est en panne d'idées, nul n'est suffisamment mature, suffisamment mûr pour incarner une fonction, étant donné que nous avons en nous aussi des forces et des faiblesses. Et donc, partager, échanger un tant soit peu avec les autres, ce n'est pas forcément
parce qu'on est en manque d'idées. Et ce n'est pas forcément aussi les conseils des anciens qui sont passés par là qui peuvent effectivement vous faire tirer d'affaire. C'est un coup de com' peut-être. Sinon, si c'est pour les dossiers, ils ne les ont pas gérés de la même façon, ils ne sont pas arrivés à la primature dans les mêmes conditions. Tertus Zongo n'est pas arrivé à la primature dans les mêmes conditions que Paramanga Ernest Nyoli, encore moins de Tertus Zongo. Tertus Zongo a eu à gérer une crise après mutinerie. Quand Luc Adolphe Thiaw est arrivé en 2011, le titre du journal L'événement c'était quoi? Bienvenue dans la mer Luc. C'était le titre de l'événement à la une avec Luc Adolphe Thiaw en grandeur nature, plaqué sur, et c'est écrit Bienvenue dans la merde. Luc, bienvenue dans la merde. Je me souviens exactement de l'article en son temps, et qui se demandait comment est-ce que le Adolphe Thiaw allait s'en sortir. Tertus Zongo était venu dans un contexte où il y avait la corruption qui était prégnante et beaucoup de choses avaient été dites. Il fallait quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui pouvait effectivement prendre les choses en main pour que Blaise puisse continuer facilement dans ses médiations. Et Tertus là, effectivement, avait en son temps bien joué ce rôle. C'est lui qui était au four et au moulin jusqu'à ce que la mutinerie éclate pour que Blaise se rende compte qu'à un moment donné, quand même, il s'est éloigné de la base. Même si, à l'arrivée, la leçon n'a pas pu être retenue. Et donc, les expériences de ces premiers ministres, chacun en fonction du climat dans lequel est arrivé, peut effectivement donner un certain nombre de conseils et tout. Maintenant, si c'était des conseils ciblés par rapport à ceci ou cela, peut-être que ça allait être un entretien individualisé. Ah bon, Luc, vraiment, j'ai une difficulté en son temps. Qu'est-ce que tu avais fait? Bon, je viens te voir expressément sur ce dossier, parce que quand tu étais Premier ministre, ce dossier est arrivé, tu avais géré. Voilà, là, c'est vraiment personnalisé. Mais s'il faut réunir les uns et les autres, ils pouvaient, je dis bien, ne pas partager cette information. Ça peut être tout simplement un déjeuner en pensant à ses anciens prédécesseurs, avec qui aussi il avait travaillé dans des précédents gouvernements. Donc, échanger avec juste un déjeuner et puis bon, en passant après, il dit bon, écoutez, et si je rendais cette information publique, bon, je partage avec mes amis sur Twitter et puis paf, il met l'info sans un calcul derrière. Voilà, donc conclure rapidement que c'est parce qu'il a un panne d'idées, même ses conseillers, il n'y a personne qui puisse faire l'affaire. Dans l'équipe gouvernement, il n'y a personne qui puisse faire l'affaire. Il faut aller chercher les anciens pour avoir effectivement de la matière. Non, je ne pense pas que nous allons vraiment ramener les choses à ce niveau-là. Et puis ce n'est pas la première fois que des anciens échangent, que ce soit au Burkina ou hors des frontières du Burkina. J'ai dit certains ne rendent pas officiel pour ne pas gêner l'autre, et puis il y en a qui ne veulent même pas que ce soit rendu public, que ça reste dans le cadre, seulement dans le carcan du boulot, quoi. D'accord. Alors, Geoffroy, mais dans l'analyse de ceux qui tiennent un discours ou une critique négationniste des choses, ils disent que ce qui cause problème, selon eux, c'est le profil des personnes déjà consultées jusqu'à présent, parce que plus ou moins, ces personnes sont comptables d'un régime dont on dit peu de bien actuellement. Alors, ils disent que revenir à consulter ces personnes-là, c'est comme ramener les vieilles méthodes, les vieilles habitudes dans la législation actuelle, dont on veut, en tout cas, on veut différentes. Non, moi je crois qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. Il y a un tweet, c'est celui d'un Premier ministre. Et puis un Premier ministre ne tweete pas comme vous et moi nous tweetons. C'est-à-dire que derrière, il y a une communication qui est voulue. Bon, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on avait besoin de communiquer sur ce type de consultation qu'il est en train de mener? C'est la question d'abord que je me pose. Est-ce qu'il avait besoin de communiquer là-dessus? Ou bien, c'est qu'on est dans le folklore africain, où on aime la sympathie populaire, que voilà, quelqu'un quand il arrive, il voit les dévanciers, il essaie de s'acquérir un peu de comment est-ce que vous avez fait. Ça, c'est le folklore africain. Ah ouais. On ne vient pas consulter sur tout. Il les a consultés sur quoi? Il y a des dossiers qu'ils ont eu à gérer à un moment donné, sur lesquels ils se penchent aujourd'hui et dont ils voulaient avoir très clairement peut-être les détails du début, pensant que ça peut l'aider pour maintenant. Si c'est ça, on n'en a pas besoin. Ou bien c'est une consultation sur la gestion de façon globale. Auquel cas, on va envoyer les anciens là, ils vont venir gérer, ça va finir. Je dis, est-ce qu'il avait besoin de communiquer là-dessus?
Moi, c'est la question principale d'abord même que je pose. Sinon, c'est que du folklore communicationnel pour dire bon, voilà, c'est quelqu'un qui est dans un esprit, mais ça, c'est un folklore africain. Il est arrivé, il a dit sur la question de rationalisation, moi je prends l'engagement, bientôt vous aurez ceci, vous aurez cela, vous allez comprendre quelle est ma feuille de route. On en est où? Ça, c'est des choses concrètes. On a beaucoup de goulot d'étranglement, beaucoup de dossiers qui sont sur sa table. Chaque fois, on voit les gens en train de battre le pavé. On va, on remet au premier ministère. On va, on remet au premier ministère. On va, on remet au premier ministère. Ça, c'est les dossiers concrets. Il sera jugé sur les résultats qu'il aura obtenus. Maintenant, comment derrière il est conseillé, comment derrière il a des conseillers, il a plein de gens. Mais le folklore de j'ai consulté là, ça, c'est ce type de sympathie qu'on veut avoir là. Pour moi, c'est passé, il faut oublier ça. Est-ce qu'il avait besoin de communiquer? C'est la question que je pose aujourd'hui. Est-ce qu'il avait besoin de communiquer sur... Il les a rencontrés. Mais supposons que ce n'était pas lui qui avait annoncé l'information. Peut-être la presse pourrait révéler qu'il est dans une dynamique de consultation des anciens premiers ministres. Comment vous apprécierez? Qui va aller chercher quand et comment il rencontre ces messieurs-là? Moi, pour moi, c'est l'intérêt du tweet, en fait. Non, n'oubliez pas qu'on avait reproché au président Kaboré ses probables connexions avec l'ancien président Blaise Compaoré, et on a vu le tollé que cela va susciter. Il a fallu même le ministre des Affaires étrangères sur le plateau du journal télévisé de la RTB pour démentir, pour arranger les choses comme on dit. Aujourd'hui, est-ce qu'un ancien premier ministre qui a des connexions avec, par exemple, l'ancien, sinon plutôt le dernier premier ministre du Burkina Faso, c'était Luc Adolphe Tiao, qui a encore des affaires à gérer avec la justice. Non, vous n'avez pas de gêne avec cela? Non, ça ne me dérange pas qu'il... Le problème, ce n'est pas qu'il consulte. Le problème, c'est qu'il communique sur ses consultations. C'est pas ça le plus important, qu'il communique sur ces décisions à la fin qui sont intéressantes pour les Burkinabés. Qui l'a consulté, c'est pas ça le plus important. C'est cette décision à la fin. Maintenant, l'intérêt de la communication, moi, je la vois pas. Maintenant, le problème que vous posez, par exemple, pour le président Roch Kaboré, c'est vraiment différent. Parce que on était dans un contexte où on donnait l'impression à tout le monde qu'ils étaient en rupture de banc. Il n'y avait plus de communication entre lui et l'ancien président. Et qui plus est, on nous parlait de démarches au niveau de la justice pour le faire revenir. On parlait des mandats d'arrêt. Vous ne pouvez pas lancer des mandats d'arrêt, vous ne pouvez pas à chaque fois dans vos sorties charger quelqu'un avec qui, en sourdine, vous avez la communication et puis vous êtes en bon terme. C'est ce sur quoi j'étais contraint. Est-ce que c'est pas la même situation aujourd'hui? Luc Adolphe Tiao est aujourd'hui libre parce qu'il bénéficie d'une liberté provisoire. Non, mais je suis désolé, mais c'est pas. S'il consulte Luc Adolphe Tiao, c'est parce qu'il a été Premier ministre. Ce n'est pas pour se démêler ou avec la justice, c'est pas dans ce cas de figure, c'est pour ce qu'il a apporté à un moment donné et l'expérience qui est la sienne dans la gestion, notamment de ce poste-là, celui de Premier ministre. Et pour les autres, c'est pareil. C'est pour cela qu'il les consulte. Pour moi, j'ai pas de problème avec. Mais le problème que moi j'ai, c'est l'intérêt qu'il y a à communiquer là-dessus. Si ce n'est que de chercher, et je le dis encore, de chercher le folklore africain de la sympathie populaire relativement à une démarche. On peut s'en faire l'économie et puis avancer parce qu'il ne sera pas jugé sur ses consultations, il sera jugé sur les résultats qu'il aura engrangés. Et j'ai dit encore une fois, qu'il les ait consultés ou pas, ce n'est pas ça le problème. D'accord. Bernard, est-ce qu'il ne faut pas tenir compte du statut actuel des uns et des autres qu'ils consultent? Aujourd'hui, Cadre Désiré Ouedraogo est un probable candidat. Il est déjà candidat, il a annoncé. Il fait partie de l'ancien parti au pouvoir, le CDP aujourd'hui. Luc Adolphe Tiao, qui a des démêlés judiciaires. Alors, est-ce que tout cela, ce n'est pas des choses sur lesquelles il va falloir faire attention? Oui, en fait, ce que vous dites est pertinent. Mais c'est comme je l'avais dit. C'est parce qu'il a rendu public des oreilles consultées qu'on n'aurait pas su. Est-ce que nous pouvons être capables de dire que les ministres actuels n'échangent pas avec les anciens ministres de leur département pour des questions précises, même s'ils ne sont pas dans le même bord politique? Non. Mais au Ghana, quand les anciens présidents se retrouvent au stade, assis côte à côte, ils regardent le match.
On a dit que c'est le football qui réunit, oui, mais est-ce que réellement ces messieurs-là, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas des griefs entre eux et tout? Parce que tu m'as remplacé, après c'est un qui est venu, mais ils se retrouvent au stade, regarde. Mais si ils ne voulaient pas se parler, il y en a qui allaient poliment décliner de l'offre. Ah non, ce jour-là j'ai un engagement, je ne pourrais pas venir au stade. Et puis il regarde ça dans son salon, il ne part pas. Même s'il voulait aller au stade, il allait trouver un argument pour ne pas y aller. Donc déjà que... Est-ce que le contexte est pareil? J'arrive. Je fais le lien pour dire, déjà que nos hommes politiques arrivent pour des dossiers ou bien pour pouvoir échanger, aller au-delà de la couleur politique, déjà pour pouvoir se parler, c'est bien. Ailleurs, ce n'est pas possible. Ailleurs, ce n'est pas envisageable. Maintenant, de là à estimer que compte tenu du fait qu'il y en a qui ont des démêlés judiciaires, il y a un risque. Oui, démêlés judiciaires, effectivement, il y a un risque. Mais est-ce que Tertus Zongo, à ma connaissance, dans le dernier gouvernement, il n'y est pas. Maintenant... On n'a pas encore cité Tertus Zongo. Ok, d'accord. C'est Paramanga Ernest Nyoli. Paramanga Ernest Nyoli. Cadre Désiré Ouedraogo. Paramanga Ernest Nyoli était, juste avant qu'il ne soit débarqué, président du Conseil économique et social. Alors, Cadre Désiré Ouedraogo, c'est vrai, il est candidat. Il dit d'aucune chapelle, même si ses oies pressent pour qu'il soit le candidat, effectivement, du CDP. Mais d'ailleurs, nous avons toujours voulu des hommes d'État qui soient capables d'aller au-dessus de la mêlée, donc, et qui sortent des considérations politiques, et pour se parler quand il s'agit de parler État, quand il s'agit de parler nation. Moi, c'est comme ça que je prends les choses. Maintenant, avoir rendu ça public, effectivement, la question qu'on se pose, c'est l'intérêt de cette communication, comme l'a si bien dit Geoffroy. Mais j'ai dit, même ceux qui sont détenus, il y en a qui parlent, écoutez, il y a un dossier, c'est toi qui as géré ça, mais si tu es détenu, moi, ils demandent le permis de visite pour aller rendre, avec un dossier sur la main. Je viens te voir pour tel dossier que tu avais géré il y a telle année, je veux en savoir, voilà. Et ça se règle, et monsieur se lève, il s'en va. C'est ni su, ni connu. Vous êtes en train de nous expliquer les usages. Est-ce que ce qui se fait doit se faire? C'est bien la question. Non, mais parce que la question, ce n'est pas ça. La question que vous posez, c'est est-ce que c'est logique qu'il les rencontre? Est-ce que c'est bien qu'il les rencontre? C'est au regard de leur qualité, au regard de leur... Mais nous, ce qu'on dit, c'est clair. Le point n'est pas qu'il les rencontre. Le problème, c'est l'intérêt de la communication. C'est de ça qu'il s'agit. Pour nous, nous en parlons parce qu'il y a un tweet. Un tweet qui vient du Premier ministre lui-même. C'est quel est l'intérêt de cette communication? C'est ça pour nous le problème. Si ce n'est pour moi qu'un folklore pour chercher une sympathie. C'est ce que je dis. La politique communicationnelle derrière, c'est pour se dire, bon, écoutez, on aime ça en tant qu'Africain. Ah, il est venu, vous voyez, non, lui, il a vu les anciens là, il a vu comment... Non, on n'a pas besoin de ça. Bernard, on laisse penser que tant que c'est pour l'intérêt général, il n'y a pas de problème. Alors que récemment, l'actualité aussi, on a vu Blaise Compaoré tendre sa main au gouvernement actuel pour la résolution de certaines questions, dont la sécurité. On a vu tous les tollés que ça fait. Les gens disent on n'en a pas besoin, il est même comptable de la situation. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans la même situation? Certains aussi disent c'est bien. Le dernier sondage, il y a combien qui veulent que Blaise rentre? 68. D'accord. L'avant-dernier sondage, c'était combien? Le premier sondage, on était moins de 50. Après, on est à 50. Aujourd'hui, on est à 68. Les choses évoluent. Maintenant, comment il rentre? Pourquoi faire? Là, maintenant, il y a une divergence. Mais par rapport à son offre, il y en a qui disent que c'est bien. En fonction également de la position ou de leur positionnement. Ils disent que c'est bien qu'ils tendent sa main pour aider à résoudre et tout. Il y a aussi qui disent nous n'en voulons pas compte tenu du contexte et dans les conditions dans lesquelles Blaise est parti et tout. Ici, celui qui a tendu la main, ce n'est pas ceux qui sont de l'autre côté. C'est celui qui est au pouvoir qui a tendu la main vers ceux qui sont de l'autre côté. En ce moment, la démarche est différente. Ce n'est pas la même démarche que celle de Blaise. En quoi c'est différent, Bernard? C'est différent parce que c'est celui qui est au pouvoir qui a tendu la main à ceux qui ne sont pas au pouvoir. Venez, on va discuter, conseil. Ici, c'est Blaise qui a tendu la main et dit, moi je vais venir vous aider. Mais ici, c'est quelqu'un qui a dit, venez m'aider. C'est pourquoi j'ai dit la démarche est plus ou moins différente. Et puis, ce n'est pas dans le même contexte. Blaise Compaoré, la réalité politique de la main tendue de Blaise Compaoré n'est pas la même réalité politique que la main tendue du Premier ministre Christophe Dabiré. Pour Blaise, il y a un intérêt, il y a un gain politique derrière.
Sinon, j'ai dit, si c'est pour rentrer, Blaise sait par quel mécanisme passer, avec les liens qu'il y a, les liens qui existent, les liens sociaux, pas politiques, qui existent entre Blaise et Roch Kaboré et l'entourage des deux. Par quel mécanisme Blaise rentre, Blaise même sait, sans forcément avoir besoin d'écrire une lettre. Quand Luc Adolphe Thiaw rentré, il n'a pas écrit une lettre. Mais il y a des personnalités burkinabées qui ont travaillé en sourdine pour faciliter le retour de Luc Adolphe Thiaw. Le schéma, il est clair, et Blaise même connaît le schéma. C'est pourquoi j'ai dit, l'offre de Blaise ce n'est pas la même qualité d'offre que l'offre de Christophe Dabiré. Parce qu'il y a une démarche politico-politicienne également qui se cache derrière l'offre de Blaise Compaoré. Oui, les fuites et puis. Maintenant, pour revenir effectivement à votre question, moi j'ai dit, moi je ne vois pas l'intérêt d'en faire. Moi, de mon point de vue, où le problème se trouve. Nous avons commencé à faire confiance à notre justice sur certains dossiers. Quand la justice tranche, on dit c'est bien, on applaudit. Maintenant, c'est qu'au Burkina, l'appréciation des décisions, ça dépend maintenant des intérêts. Parfois, c'est cette même justice qui applaudit, parfois, elle est effectivement critiquée à tort ou à raison, mais ce n'est pas parce que M. Dabiré a reçu ces messieurs, et parmi eux, il y en a qui doivent répondre de la justice, que la justice ne fera pas son travail. Parce que M. Dabiré ne restera pas éternellement Premier ministre du Burkina Faso pour protéger ces messieurs-là, au cas où protection il y a. Parce qu'à un moment donné, lui aussi va finir son magistère, il va partir. Peut-être que lui-même viendra répondre un jour, on ne sait jamais. Maintenant, si le temps de la justice, qui n'est pas le temps des hommes, arrive, et que M. Dabiré n'est plus le Premier ministre pour protéger ces messieurs-là, la justice verra son travail, vrai ou faux. Non, moi je ne vois pas où se trouve le problème. C'est une affaire de procédure d'enquête qui suit son cours. Quand certains ont des collaborations, des acquaintances avec les tenants du pouvoir, est-ce que cela ne peut pas compliquer la démarche judiciaire? Mais ça ne peut pas empêcher l'aboutissement. Qu'est-ce qu'il y a après l'insurrection? Le Burkina avait déjà été condamné, par exemple, dans l'affaire de M. Norbert Zongo, devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Burkina a été condamné. Mais le Burkina a traîné pour s'exécuter. Après, le Burkina s'est exécuté par rapport à l'argent, aux sommes d'argent à verser au niveau des différentes familles. Mais après, le dossier Norbert Zongo, qui a été classé non-lieu pour des raisons politiques, a été remis au goût du jour, vrai ou faux. L'affaire Thomas Sankara était en berne, il y a eu une avancée. L'affaire, comment on appelle ça, Dabo Boukari, la tombe a été localisée à Pau. Mais est-ce que ça avait été fait? Non. Et donc, le politique va vous protéger, mais à un moment donné, il ne pourra pas parce qu'il y a une fin à tout. Et la justice va continuer. Donc, parce qu'à un moment donné, il y a des indices, et il y a des crimes étant imprescriptibles, et puis il y a des indices qu'on ne peut pas totalement faire perdre, mais à un moment donné, ça va revenir. Aux États-Unis, il y a les erreurs judiciaires parfois qui reviennent au goût du jour des années après. Il y en a qui ont été exécutés sur la chaise électrique par erreur, et après, l'État américain se rend compte que ce n'était pas vrai, et puis on revient, bon, de dommage, la famille, on s'était trompé. Il y a eu des cas comme ça, des erreurs de jugement. Donc, le temps de la justice, ce n'est pas le temps des hommes. Et j'ai dit, même si M. Dabiré, en tant que Premier ministre, dans le contexte actuel, je ne vois pas comment il pourra protéger certains avec son bouclier, parce qu'il est Premier ministre. 2020, c'est les élections. Rien ne prouve qu'après 2020, il sera toujours Premier ministre du Burkina. Même si, admettons que Roch soit élu président du Faso, rien ne garantit que c'est Dabiré qui sera Premier ministre pour pouvoir continuer de le protéger. C'est pourquoi j'ai dit, moi je ne vois pas, franchement, ce point de vue-là, moi je ne suis pas... D'accord. Geoffroy, est-ce qu'il ne faut pas être logique? C'est pas une question de logique qui se pose jusqu'au bout de nos démarches. Si on est enclin à recevoir l'expérience, les idées ou le concours de certains qui sont tapis dans l'ombre, est-ce qu'il ne faut pas aussi accepter la main tendue de Blaise Compaoré si on veut être logique? Ça a aidé le Burkina Faso. J'ai dû voir, mais là, c'est-à-dire que là, c'est un saut qu'on a fait. Répondez à la question du voilà. C'est un grand saut. Non, pour moi, c'est sans commune mesure. Il n'y a pas de parallèle possible. C'est très différent. Il y a quelqu'un qui est Premier ministre et qui dit avoir rencontré des anciens premiers ministres, je ne sais pas sur la base de quoi, de façon concrète, dont il voulait l'accompagnement en conseil. On n'a pas ces détails-là, il dit seulement il les a rencontrés. Donc c'est différent de quelqu'un qui propose ses services de conseil et même peut-être de carnet.
alors que on sait comment il est parti. C'est deux choses qui sont vraiment différentes. Et puis, on ne traite pas le conseil d'ancien Premier ministre comme le conseil d'un ancien président qui a quitté Ouagadougou de lui-même, aidé par une foule. Il y a plein d'implications, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Les paramètres sont différents? Il n'y a pas de parallélisme possible, il n'y a pas de parallèle possible, il n'y a pas de... C'est deux choses différentes. D'accord. Merci à tous les deux d'avoir donné vos avis sur cette actualité. En attendant de voir comment est-ce que l'information va être appréciée par l'ensemble des Burkinabés qui suivent de près la gestion des affaires publiques. On va maintenant porter notre jugement sur cette autre information. On apprend que le général de gendarmerie, Djibril Yipene Bassoulé, qui est soupçonné, en tout cas, on va dire, impliqué dans... Non, pas inculpé. Je me retrouve là tout de suite. Voilà, qui est accusé dans le cadre du procès du putsch manqué. Voilà, 2015. Voilà, il est à nouveau hospitalisé depuis quelques jours et cette fois-ci c'est au centre hospitalo-universitaire de Tingadougou, cet hôpital qui était jusqu'ici hôpital Blaise Compaoré. Donc on apprend qu'il souffre de maux de ventre très très graves. Alors une hospitalisation qui coïncide aussi avec le démarrage des plaidoiries des avocats de la défense. Du coup on se pose la question, faut-il y voir une stratégie de défense des avocats ou un rappel sérieux de l'état de santé de ce général qu'on dit en tout cas dégradant? C'est le jugement qu'on va porter à présent. Alors Ben Abouma, pour commencer, votre appréciation. Pour commencer, je dirais que Djibril Bassoulé, comme je l'ai toujours dit quand j'aborde le thème du général, ne quitte pas l'actualité à sa façon. Maintenant, effectivement, depuis la détention, les allers-retours entre les centres de soins du général, en tout cas, n'ont pas cessé. Donc, effectivement, il y a ces lectures-là parce qu'il y en a qui disent que c'est provoqué, ce n'est pas sincère, ce n'est pas vrai. Bon, bref, ce sont des appréciations qui sont différentes jusqu'à ce qu'il soit évacué en Tunisie pour que les uns et les autres se disent que ça doit vraiment être sérieux. Donc il est revenu dans des conditions également qu'on connaît sur fond de promesses de soins en Turquie chez son ami Erdogan, même si l'ambassadeur turc au Burkina dit que les relations qui existent entre les deux, c'est seulement dans le décorum de l'État. Je vais bien croire. Mais bon, on n'est pas à ce stade-là. Et donc, ce départ en Tunisie avait plus ou moins coïncidé également avec les écoutes, les audios et les vidéos qui avaient effectivement été partagées par rapport aux écoutes téléphoniques et aux vidéos de la violence qui avait été servie sur certains citoyens par les éléments de l'ex-RSP. Et pendant ce temps, il n'était pas là. Donc son départ avait coïncidé plus ou moins avec le début de ces choses-là, jusqu'à ce qu'il revienne. Cette fois-ci, nous sommes au stade de réquisition, plaidoirie, et puis bon, il est également hospitalisé. On avait également lu sur les réseaux sociaux, dans certains médias, qu'il faisait la grève du médicament, parce qu'il n'avait pas confiance aux produits qui avaient été effectivement prescrits, parce que ce n'est pas par le fait de son docteur. Et puis bon, c'est arrivé dans une glacière, bon, il a trouvé que c'est suspect, il avait fait la grève du médicament. Ça aussi, on l'avait vu, jusqu'à ce qu'on entende encore qu'il avait été, il a été encore admis au niveau de l'hôpital de Tingadougou. Alors, mais bien avant ça, il y avait effectivement cette lettre qui avait été adressée à Emmanuel Macron, donc par ses proches, et qui demandait l'implication du président français pour que Djibril Bassoulé puisse bénéficier de soins très poussés. Et le justificatif qui avait été révélé par Jeune Afrique, c'était qu'il souffrait de cancer. Et là, j'avais parlé ici de dire que bon, il y a des pans maintenant de la vie privée de l'homme qui est en train de sortir. Peut-être que c'est pour parfois effectivement justifier, comment on appelle ça, la nécessité effectivement de le faire évacuer en toute urgence, parce que le dossier médical, il est privé. Pour ceux qui ont déjà déposé les dossiers de mariage, ils savent que même quand vous faites la visite prénuptiale, on ne révèle pas les résultats. On dit, après avoir informé
le contenu du résultat à l'intéressé. On n'écrit même pas sur le certificat là que vous allez mettre dans le dossier, on ne dit pas parce que c'est privé. Vous êtes libre maintenant de partager avec qui vous voulez. Mais quand réellement il y a urgence de dire que je souffre de cela pour avoir le remède, là, bon, on dit qu'il faut vendre sa maladie pour effectivement avoir les soins. Donc ça, c'est là. Maintenant, est-ce que le général, c'est pour éviter d'être dans la salle parce que gêné ou peiné d'entendre des choses qu'il joue au faux malade? Bon là, il va réfléchir, il va falloir réfléchir par 2 fois avant de pouvoir faire ces choses-là. Parce que c'est quand même très grave. D'abord comme accusation ou soupçon, mais comment est-ce que simuler que je ne me porte pas bien jusqu'à ce que la simulation nécessite une évacuation pour être prise en charge avec de l'amélioration comme on l'a dit? Ah non, je ne crois pas beaucoup plus que ce soit réellement de la simulation. Du reste, je pense qu'en bon général, il avait su dissimuler un certain nombre de choses. Parce que nous nous souvenons que le même général Djibril Bassolé, en son temps ministre des Affaires étrangères, s'est affalé en Turquie à la face du monde. La vidéo avait fait le tour du monde où on voyait le général tomber avec son ambon, avec le pupitre. Et interrogé, il avait dit, bon, c'est certainement un coup de barre, pour reprendre les termes qu'il avait utilisés en son temps, dû à la fatigue. Donc, et après, bon, les choses sont rentrées dans l'ordre. Peut-être que maintenant, avec les secousses dont il a été l'objet et tout, peut-être que les conditions qui militaient qu'il puisse être maintenu en forme ne sont plus là et que les choses se soient véritablement déclenchées. Mais comme il s'agit de santé, bon, je préfère réellement être prudent dans la démarche parce que vous accusez quelqu'un injustement dans ces conditions, là aussi ce n'est pas... Voilà, quand on voit l'homme, on sent également que quand même il y a, sauf s'il est un bon simulateur, il y a quand même de la douleur quelque part. D'accord. Alors, Geoffroy, on avait aussi suivi le président de la NAFA, le professeur Diko, qui avait, à l'occasion d'une conférence de presse, annoncé que le général souffrait d'un cancer et qu'il est convaincu que le pouvoir en place veut le tuer à petit feu. Aujourd'hui, on parle de maux de ventre très, très graves. Alors, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Déjà, c'est que pour moi, c'est quelqu'un qui est malade. Sinon, il n'aurait pas été, envoyé se soigner. Il est revenu. Il y a son cas qui, pour beaucoup de ses proches, reste très préoccupant. On a même entendu Ablassi aussi sur la question, ne pas être tendre, notamment à l'endroit des autorités, sur la gestion de son cas. Je dis c'est un peu délicat. Maintenant, il y a ceux qui soupçonnent des jeux derrière. Je suis mal à l'aise quand on va aborder ce type de sujet-là parce que on n'est jamais sûr de ce dont nous parlons. Même ceux qui voient qui ont des suspicions, ça ne peut pas être, ça ne peut pas avoir valeur parce que vous n'avez pas le dossier, vous n'êtes pas son médecin. Ça c'est la réalité. Donc tout ce qu'on fera c'est que de l'analyse fiction. Moi je dis ça comme ça. Mais à la réalité, il faut reconnaître quelque chose. C'est que ceux qui avaient aussi le torse bombé à un moment donné lorsqu'on parlait du procès, depuis qu'on a commencé à faire écouter du sonore et puis montrer des vidéos, j'ai l'impression que ça a changé. Ça aussi c'est une réalité. Et depuis, il y en a qui sont très très mal à l'aise au fil du temps que le procès, lui, est en train de se poursuivre. Donc ça fait aussi que certains ont ce regard-là, que peut-être mis maintenant en minorité, certains essaient de jouer de superfuge pour pouvoir éviter certaines choses. Mais au moins dans le cas de Djibril, la réalité c'est qu'il est malade. Et maintenant, est-ce que il y a simulation derrière? Est-ce qu'on prétexte de ça pour faire ceci ou cela? Nous ne sommes pas ces médecins. Nous ne pouvons pas avoir une lecture plus que cela. Maintenant, je dis aussi qu'il faut être prudent. On a un plateau qui est en bois et on touche ce bois-là toujours quand on parle. On a vu Mohamed Morsi, il a cassé la pipe en plein tribunal, en plein procès. Ça veut dire que c'est des choses qui peuvent arriver. Et après, ses proches ont dit il y a les conditions de détention qui n'étaient pas si bien pour lui et tout. Il n'y a pas eu
il y a eu quand même aussi en interne beaucoup de critiques sur la façon dont les choses se sont menées jusqu'à ce que l'homme perde la vie même au tribunal et tout. Donc je vais dire que c'est pas des choses à écarter. Donc il faut être très prudent, il faut prendre les choses avec la mesure, et je crois aussi qu'il y a des médecins qui sont avec lui. S'il est évacué, il y a des gens qui savent la réalité de sa santé. Et c'est au vu de cela que les décisions sont prises. Maintenant, si, sachant que l'homme est malade, les restrictions continuent, c'est méchant. Ça, c'est une réalité. Maintenant, si aussi c'est de l'orchestré, parce qu'on connaît aussi comment les choses se passent quand les gens sont souvent mêlés dans des affaires, si c'est cela, c'est malsain. Mais nous, de là où nous sommes, on n'a pas des éléments pour juger. On n'a vraiment pas d'éléments pour juger. Et c'est le seul regard qu'on peut avoir. On n'a pas d'éléments pour juger, mais le cas Morsi, c'est la question que vous m'arrachez à la bouche. Bernard, est-ce que justement le cas Morsi doit interpeller les autorités judiciaires sur la nécessité d'évacuer Djibril Bassolé pour ses soins? Sur la nécessité de l'évacuation, je pense que c'est un dossier médical qui justifie que X ou Y doit être évacué ou ne peut avoir des soins sur place. C'est en fonction de soins à apporter qui existent ou qui n'existent pas au Burkina. Donc c'est en fonction de l'existence du plateau médical ou pas qu'on demande l'évacuation. Vous prenez dans des endroits reculés au niveau du Burkina, bon, à l'échelle village, on dit bon, vous arrivez au niveau du centre hospitalier régional, ça peut se gérer. Vous arrivez au niveau régional, on dit bon, ici nous effectivement on peut prendre en charge. Ou bien c'est mieux de continuer sur Ouaga, parce que nous ne pouvons pas prendre en charge. Donc arrivé à Ouaga, certains vont dire il faut aller à Bourgo, il faut aller à la Globe, il faut aller à Blaise Compaoré, il faut aller dans tel ou tel autre centre. Donc en réalité c'est en fonction du dossier médical. Mais s'il y a eu une première évacuation, c'est dit quand même il y a un fond de dossier qui nécessite cela. Et si promesse de faire a été faite de faire évacuer Djibril Bassolé en Turquie, c'est que effectivement ce fonds pour l'évacuation il existe. Sauf que effectivement il y a des gens qui ne croient pas et qui disent que c'est une simulation, s'il part, même s'il ne se sent pas bien, s'il est guéri, il ne va pas revenir. Donc, parce que vous avez ces messieurs-là également qui avancent ces arguments pour dire non, ils ne sont pas d'accord pour son évacuation. Maintenant, faut-il ordonner effectivement que Djibril Bassolé parte effectivement pas pour ses soins? Mais j'ai dit, pour que Djibril Bassolé puisse répondre devant la justice, il y a deux conditions: qu'il soit en bonne santé ou qu'il soit en vie. Ah oui. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, il ne pourra pas. Même s'il est à Ouaga, s'il n'est pas en bonne santé pour venir se tenir devant le tribunal, il ne pourra pas y aller. Donc il y a nécessité également de revoir avec recul s'il y a lieu de l'évacuer pour avoir de meilleurs soins et venir répondre, pas de problème. Mais j'ai dit, là c'est sur la base du dossier médical. C'est sur la base du dossier médical qui nécessite qu'il parte, parce que de ce qui nous revient, son séjour tunisien n'est pas achevé, ça a été écourté. Parce qu'il devait venir pour aller en Turquie. Et je m'étais posé la question de savoir, mais pour aller en Turquie, vous quittez un hôpital, on dit qu'il faut aller à un autre, vous revenez à la maison, c'est pour prendre quoi? Le carnet de santé ou bien quoi? Ou bien c'est quoi, vous revenez chercher à la maison? Vous continuez. Maintenant, s'il y a des objets, il faut prendre, il y a des gens qui vont envoyer ça après. Mais il est revenu, et puis bon, c'était peut-être pour des formalités administratives, je ne sais vraiment pas. Et puis, paf, il est resté. Mais il y a un fond documentaire quand même minimal sur lequel on peut se baser pour dire s'il y a eu une évacuation, c'est que quand même il y a un fond médical qui est là. Alors s'il est revenu de la Tunisie et que les choses ne se sont pas améliorées, deux choix. Soit on repart en Tunisie, ou on part en Turquie, ou bien c'est de dire que bon, sur place, ça peut être pris en charge et puis bon, on passe à autre chose. Mais comme je l'ai dit, les dossiers médicaux sont comme les dossiers militaires. L'information sanitaire est presque la même chose que l'information militaire. Elle est très fragile et c'est manipulé avec précaution. D'accord. Et comme vous l'avez dit tous les deux, on est très limité dans l'analyse quand on ne connaît pas les détails du dossier médical. En tout cas, en Afrique, qu'on soit ennemi ou ami, quand on pose une question de santé, on ne peut que souhaiter meilleure santé à la personne. Alors, merci à tous les deux d'avoir donné vos avis sur ces deux actualités. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là pour cette semaine d'actualité. Espérons vous retrouver lundi, tout en forme, pour d'autres sujets d'actualité. Prions pour le Burkina Faso et pour toute l'Afrique, pour que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Excellent week-end.